Donc la plupart des histoires que je connais sur lui viennent de mon père. Mais certaines d'entre elles sont vraiment incroyables. Et celle-ci est probablement celle qui m'a le plus marqué. Comme tu peux t'en douter, la Grande Dépression a poussé beaucoup de gens à se tourner vers le crime pour joindre les deux bouts. Et ceux qui gagnaient déjà leur vie de manière malhonnête ont dû passer à la vitesse supérieure pour maintenir le style de vie auquel ils s'étaient habitués. En conséquence, le comté de Cochrane est devenu la capitale du braquage de banques dans l'ouest du Texas, avec des banques et des coopératives de crédit à Morton, Whiteface et Bledsoe attaquées presque tous les jours. Beaucoup de ceux qui ont braqué la coopérative de crédit de Bledsoe ont essayé de passer la frontière vers le Nouveau-Mexique, mais les fédéraux ont compris qu'ils filaient sur la route 125 et ont commencé à poster des agents à Tatum pour les intercepter et les arrêter. Mais tout le monde n'essayait pas de fuir par la 125. Et beaucoup plus de criminels s'en sortaient que ce que mon grand-père et ses collègues rangers auraient souhaité. Une fois, mon grand-père a tenté de suivre un braqueur de banque à travers l'État. Ce type-là avait tiré sur une employée de banque, une femme, après qu'elle l'eût surpris. Donc les gens envoyaient des tas d'informations, pensant avoir vu soit lui, soit sa voiture. L'un de ces témoignages venait d'un homme qui disait être sûr à 99% d'avoir vu la voiture du suspect sur le parking d'un motel isolé appelé le Yellow Rose. Mon grand-père s'y est donc rendu pour parler au propriétaire, qui était un vieux couple charmant, vivant une sorte de semi-retraite au milieu de nulle part. Ils ont dit que l'endroit était plutôt animé avant le crack de Wall Street, mais qu'en 1932, ce n'était plus qu'une maison de retraite déguisée. Presque plus personne ne s'y arrêtait. Et quand quelqu'un le faisait, les deux vieillards ne prenaient aucune note. Les gens payaient leurs 50 cents, choisissaient la chambre qu'ils voulaient et repartaient quand bon leur semblait. Grand-père a dit qu'ils étaient adorables et qu'ils ont répondu à toutes les questions de lui et de son partenaire, les laissant fouiller les lieux à leur guise. Ils ont promis de les recontacter s'ils se souvenaient de quoi que ce soit. Mais selon eux, le suspect de mon grand-père n'était jamais venu. Et si sa voiture avait bien été repérée sur le parking, alors il n'avait certainement pas fait d'enregistrement à la réception. Mon grand-père les a remerciés pour leur temps, leur a recommandé de commencer à tenir des registres au cas où ils devraient revenir. Puis, lui et son partenaire sont repartis sur d'autres pistes. Mais la trace s'est refroidie. Et bientôt, ils ont dû se concentrer sur d'autres fugitifs. Quelques mois passent, et mon grand-père et son partenaire poursuivent un autre suspect. Cette fois dans une affaire de braquage totalement différente, quand le nom du motel Yellow Rose revient encore une fois. Cette fois, c'est un client qui affirme avoir vu, et par hasard le suspect de mon grand-père, entrer dans une chambre, portant exactement le même type de sac utilisé dans un cambriolage de liquor store. Encore une fois, ils pensent être sur la bonne piste. Mais en arrivant au Yellow Rose, c'est à peu près le même discours que la dernière fois. Non, ils n'avaient aucun registre prouvant que le type avait séjourné là. Mais après que mon grand-père leur a montré une photo, ils se sont vaguement souvenus de lui. En dehors de ça, aucune aide. À ce stade, mon grand-père et son partenaire n'étaient pas encore vraiment méfiants envers le vieux couple, mais ils commençaient à être sérieusement frustrés par leur manque de coopération. On pouvait leur pardonner vu leur âge et leur caractère, mais quand même. Mon grand-père avait l'impression que si cela avait été n'importe quel autre motel, il aurait déjà menotté son suspect. Encore quelques mois passent. Et puis, eh oui, tu l'as deviné, le nom du Yellow Rose motel revient encore une fois dans les témoignages d'un témoin concernant un suspect armé. Mon grand-père et son partenaire s'y rendent à nouveau pour parler au propriétaire, sauf que cette fois, ils les prennent en flagrant délit de mensonge. Le témoin disait que le suspect paraissait nerveux et refusait de quitter sa chambre, ce qui obligeait le vieil homme du couple à aller régulièrement le voir pour régler ses problèmes. Et apparemment, il en avait beaucoup. L'homme a fini par admettre qu'il avait bel et bien parlé au suspect. Mais au début, il a essayé de faire semblant de ne pas savoir de quel client les Rangers parlaient. Puis, quand mon grand-père lui a demandé s'il avait été dans la chambre du type assez longtemps pour bien l'observer,
L'homme a menti et a dit que non. Mon grand-père et son partenaire ont joué la carte du calme. Ils ne l'ont pas plaqué contre un mur, ni accusé de mentir. Ce n'était pas leur style. À la place, ils ont fait semblant de le croire sur parole, puis sont partis en essayant de comprendre comment ce charmant vieux couple était lié au suspect, le partenaire de mon grand-père. Pensez que c'était assez simple. Le couple offrait un abri aux braqueurs en échange d'une part du butin. Le loyer n'était pas de 50 cents, oh non. C'était plutôt 50 ou 100 dollars, ce qui, à l'époque, représentait une somme énorme. Le seul problème, c'était que mon grand-père et son partenaire devaient prouver que tout cela se produisait. Et comme ils avaient déjà fouillé les lieux de fond en comble sans rien trouver, ils savaient que ce ne serait pas facile. Ils ont dû attendre plusieurs mois avant d'entendre de nouveau parler du Yellow Rose. Et quand enfin l'occasion s'est présentée, mon grand-père et son partenaire ont presque battu le record de vitesse pour y foncer. La piste venait d'un bandido qu'une autre agence avait déjà arrêté et enfermé. Il pensait que son complice l'avait trahi pendant le coup, alors il voulait se venger. Il a raconté à mon grand-père que son partenaire non seulement s'était enfui sans lui, provoquant son arrestation, mais qu'en plus, il l'avait roulé en ne lui donnant pas sa moitié de l'argent. Le plan entre eux était que si l'un se faisait prendre et que l'autre s'enfuyait avec l'argent, il devait s'assurer que la famille du capturé soit bien prise en charge pendant son séjour en prison. Mais le partenaire n'a pas tenu parole, alors le prisonnier était furieux. Il a tout révélé à mon grand-père, y compris leur plan d'aller dans un endroit appelé le Yellow Rose, qui aidait les criminels à échapper à la loi en échange d'une part du butin. Le partenaire de mon grand-père était surexcité. J'en étais sûr. Bon sang, j'en étais sûr depuis le début. Mais il manquait encore une pièce essentielle au puzzle. Mon grand-père n'avait toujours aucune idée de la manière dont le vieux couple aidait leur client à disparaître et le prisonnier non plus. Alors, impossible de les menotter tant qu'ils ne comprenaient pas ça. Ils y ont réfléchi pendant des semaines, avec leur chef adjoint qui leur mettait la pression et exigeait des résultats. Puis finalement, mon grand-père et son partenaire ont mis au point un plan. Ils allaient faire appel à un troisième, Ranger, un que le vieux couple n'avait encore jamais vu, et l'envoyer en mission sous couverture, se faisant passer pour un braqueur potentiel à la recherche d'aide. Ils pensaient que le plan était infaillible. Surtout après que leur collègue Ranger s'était bien glissé dans le rôle. À force de côtoyer des vauriens presque tous les jours, en imiter un, c'était aussi facile que de tomber d'une chaise. Il ne restait plus qu'à se montrer patient, gagner un peu de confiance. Et voilà, c'était parti pour une planque. La première étape était donc que leur ami Ranger approche le couple en civil, pour voir s'ils accepteraient de l'aider à disparaître. Il entre. Quelques minutes passent. Puis il ressort avec une garantie verbale en bonne et due forme. S'il revenait avec la loi aux trousses et leur donnait quelques centaines de dollars, il l'aiderait à filer au Mexique, là où personne ne viendrait jamais le chercher. Après ça, il ne restait plus qu'à fixer une date et une heure, diffuser un faux flash info à la radio pour que le couple croie vraiment qu'un braquage avait eu lieu et faire débarquer leur ranger en trombe au Yellow Rose, avec crissement de pneus et un gros sac d'argent à la main. Le jour de l'opération, mon grand-père et son partenaire sont montés en haut d'un château, d'eau à un demi-mille du Yellow Rose, et ont observé toute la scène avec des jumelles. Le type débarque à toute allure, presque 100 km à l'heure, fonce dans le bureau d'enregistrement, comme un fou furieux, et se met à hurler que la police est juste derrière lui et qu'il a besoin de se cacher. Le vieux monsieur aide à dissimuler sa voiture dans le garage à l'arrière, puis lui montre leur cachette secrète pour les fugitifs recherchés. Mon grand-père et son partenaire observent pendant que le couple emmène leur collègue undercover hors de vue, avec pour plan que, dès que le couple lui montrerait ce qu'il faisait des fugitifs, il sorte une arme et 2 paires de menottes pour les arrêter tous les deux. Mon grand-père et son partenaire n'avaient aucune idée de combien de temps. Ça prendrait, tu sais, c'est comme demander quelle est la longueur d'une ficelle. Mais voilà que 30 minutes passent, puis 1 heure, puis 2 heures. Et ils commencent à se demander ce qui se passe, bon sang.
Il n'y avait aucun micro ni gadget à l'époque, rien de tout. Les technologies sophistiquées d'aujourd'hui. Alors ils n'avaient qu'à attendre, de plus en plus nerveux, jusqu'à ce qu'ils décident d'y aller eux-mêmes pour fouiller l'endroit de fond en comble encore une fois. Mais cette fois, ils y sont allés lourdement armés. Ils avaient des rangers, des adjoints du shérif local, même 2 agents fédéraux venus en urgence depuis, blindés qu'ils avaient entendu dire qu'un Texas Ranger avait disparu. Mais ce sont les chiens pisteurs qu'ils avaient emmenés qui ont retrouvé leur ranger disparu. Et malheureusement, ce n'était pas parce que les chiens étaient entraînés à flairer les gens. Ces chiens-là étaient entraînés à sentir le sang. Et bon sang, ils en ont trouvé beaucoup derrière, près du garage, où le vieux gardait les voitures des fugitifs. Il y avait une vieille carcasse de camion en panne qui traînait là. Les chiens s'agitaient tout autour, ou plus précisément, ils reniflaient le sol en dessous avant de pointer du museau, comme ils avaient été dressés à le faire. Les rangers ont fait déplacer l'épave, puis ils ont examiné de plus près cette parcelle de terre, jusqu'à ce qu'ils trouvent ce qu'ils cherchaient. C'était une moquette ou une sorte de tapis. Ils avaient recouvert le tout de terre et de cailloux, donc à moins de marcher pile dessus, il était impossible de deviner qu'il y avait quoi que ce soit. Ils l'ont tiré et juste là, devant eux, se trouvait une grosse trappe en fer menant à ce qu'on appellerait aujourd'hui un bunker. Et à l'intérieur de ce bunker se trouvait ce qu'on ne peut décrire autrement qu'une usine de mort. Ils avaient une salle d'exécution, avec un drain et un tuyau pour laver tout le sang. Ils avaient une salle de traitement où ils s'occupaient des corps. Mais ils ne se contentaient pas de les faire disparaître de manière à ce que personne ne les retrouve. Non, c'était tout le contraire. Ils embaumaient et préservaient les corps avec une sorte de vernis spécial pour empêcher la peau de pourrir. Un peu comme ferait un taxidermiste. Ensuite, quand les corps étaient entièrement cirés, habillés et coiffés, ils les mettaient en scène dans une petite pièce, comme s'ils traînaient tous ensemble. Le pire, c'est qu'ils ne faisaient pas ça pour une quelconque excitation morbide. Enfin, selon ce que prétendait le vieux couple, ils faisaient ça parce qu'ils se sentaient mal pour les gens qu'ils avaient tués. D'après eux, ils ne tuaient que parce que les fugitifs étaient de mauvaises personnes. Et ils n'auraient jamais tué le ranger s'ils avaient su qu'il était un agent de la loi. Malheureusement, le ranger a attendu un peu trop longtemps avant de révéler son identité. Et le vieux lui a asséné un coup de marteau sur la tête. Quand la police est arrivée pour le sauver, le vieux lui avait déjà pratiquement vidé tout le sang de son corps avant de passer à l'étape suivante. Il ne pouvait pas enterrer les corps sur leur propriété, du moins pas sans attirer trop l'attention. Alors, ils ont fait ce qu'ils pensaient être la meilleure solution suivante. Ils ont créé une sorte de mausolée où ces hommes pouvaient se retrouver. Et dans une belle pièce avec des livres, un tourne-disque et une table de poker. Je suis tout à fait sérieuse. Ils ont acheté tout ça avec l'argent récupéré auprès des braqueurs de banque. Pour eux, c'était la moindre des choses, vu qu'ils avaient assassiné tous ces hommes. Et ce n'était pas juste les 3 gars que mon grand-père cherchait. Ils avaient tué 4 autres criminels qu'ils pensaient posséder pas mal d'argent sale sur eux. Et ils faisaient ça depuis des années. C'était une affaire énorme dans le comté de Cochrane à l'époque, mais ça n'a jamais vraiment dépassé les limites du comté, probablement parce qu'il n'y a pas eu de grand procès médiatisé. Le vieil homme a fait une crise cardiaque dans sa cellule de prison, et il s'est avéré que sa femme était déjà condamnée par un cancer, car elle est morte dans la nuit, avant même qu'il ne puisse l'inculper. Papa disait que mon grand-père ne s'est jamais remis d'avoir envoyé son collègue Ranger là-dedans en premier. Il répétait toujours que ça aurait dû être lui, et je suppose que c'est pour ça qu'il buvait autant, ce qui a causé sa mort, alors que je n'étais encore qu'une enfant. Alors, au final, je suppose que ce vieux couple a eu un rôle assez important dans l'histoire de ma famille. C'est fou d'y penser. Et encore plus quand on se souvient qu'ils se considéraient comme de bonnes personnes. Bonjour. Laissez-moi me présenter. Je m'appelle Dazes et je suis né au Sri Lanka, mais je vis et travaille à Mumbai, en Inde, depuis 20 ans. Ma fille est tombée sur votre chaîne YouTube autour d'Halloween l'année dernière. Au début,
Je n'étais pas certaine qu'elle devait regarder des histoires aussi effrayantes. Mais depuis qu'elle les regarde, son anglais courant s'est considérablement amélioré. Je suis heureuse de dire que vous avez une influence plutôt positive sur sa vie. Il y a aussi une autre raison un peu inhabituelle, pour laquelle je suis contente qu'elle regarde votre chaîne. C'est le fait que vous acceptiez les récits envoyés par les spectateurs. Elle a 14 ans maintenant, et même si nous avons une assez bonne relation, il y a eu des moments de tension. Par exemple, quand elle avait 12 ans, elle avait pris l'habitude de claquer la porte de sa chambre. Dès qu'elle était en colère, que ce soit à cause de l'école, de ses amis ou autre chose. À chaque fois, et ça n'a pas été si fréquent que ça, j'étais furieuse, plus furieuse que jamais auparavant. Elle s'est sentie victime, et je peux la comprendre. Son frère avait déjà cassé une fenêtre avec sa balle de cricket, et je ne m'étais pas mise en colère comme ça. J'ai essayé de lui expliquer que c'était le bruit qui me dérangeait tellement. Mais elle ne comprend pas, et elle refuse d'accepter mes excuses. Elle ne comprend pas, parce qu'il y a quelque chose qu'elle ignore. Quelque chose qui m'est arrivé quelques années avant sa naissance. Quelque chose qui a provoqué, chez moi, un trouble de stress post-traumatique, extrêmement aigu et prolongé. Je suis incapable, vraiment, de trouver la force de lui raconter ce qui m'est arrivé. Alors, à la place, je pense que je vais peut-être vous demander de le faire à ma place. J'étais autrefois employé comme superviseur d'étage à l'hôtel Taj Mahal, ici à Mumbai. J'ai obtenu ce poste au début de l'année 2008, alors que je n'avais que 24 ans. J'étais très fier d'avoir décroché un poste aussi prestigieux à un âge aussi jeune. Il venait avec beaucoup de responsabilités, mais aussi avec un meilleur salaire et un logement fourni, ce qui faisait de moi un très bon parti. C'était parfois très stressant, car mes supérieurs pouvaient se montrer très exigeants, mais cela me permettait d'envisager sérieusement de fonder une famille. Moins d'un an après avoir commencé à travailler là, je pensais vraiment que je resterais longtemps. Mais un soir, tout a changé. Il était environ 9h30 du soir quand ça a commencé. L'hôtel était plein de clients et de personnel. Nous étions tous très occupés, tout semblait normal. Puis, soudain, nous avons entendu ce qui ressemblait à des pétards venant du hall, en bas. Mais notre confusion s'est rapidement transformée en terreur, pure quand nous avons compris que ce n'étaient pas des pétards, et c'étaient des coups de feu. Et notre peur a grandi à mesure que les détonations se rapprochaient. J'étais dans le hall quand j'ai vu des gens courir, le visage déformé par la panique. Je me souviens de l'odeur distincte de la poudre qui flottait dans l'air. Je me suis baissé derrière le comptoir de la réception, le cœur battant à 100 à l'heure. Au milieu du chaos, j'entendais les clients hurler en essayant de comprendre ce qui se passait. Ces terroristes étaient membres d'un groupe appelé Lashkar-e-Taiba, un groupe militant basé au Pakistan. Après avoir forcé l'entrée principale de l'hôtel, ils ont commencé à tirer dans tous les sens. Ils étaient armés de fusils automatiques et leurs balles déchiraient le marbre et le bois. La destruction causée par quelques tirs seulement était terrifiante. Ils ont littéralement dévasté l'hôtel. Ils faisaient partie d'un groupe de 10 assaillants arrivés à Mumbai par la mer. Presque comme une opération commando, plus qu'un attentat terroriste. Et au lieu d'attaquer la police, l'armée ou des infrastructures, ils s'en prenaient uniquement aux civils innocents et non armés. Depuis ma cachette, j'ai vu certains de mes collègues à terre, sans savoir s'ils se cachaient ou s'ils étaient blessés. Puis j'ai vu l'un des terroristes, habillé en noir avec un sac à dos, tirer sur les lustres tout en riant en voyant les éclats de verre tomber. C'est là que j'ai compris qu'ils étaient fous, peut-être drogués ou je ne sais quoi. Ils tiraient surtout, peut-être frustrés qu'il n'y ait pas autant de monde dans le hall que ce qu'ils espéraient. J'ai réussi à composer le numéro d'urgence et à chuchoter notre position à l'opératrice en la suppliant d'envoyer de l'aide le plus vite possible. Ensuite, j'ai fait la seule chose qui me paraissait utile pour éviter plus de morts. Je suis retourné dans les couloirs de l'hôtel pour aider les clients à s'échapper par les couloirs réservés au personnel, loin des coups de feu. Vous voyez, les terroristes ne tiraient pas au hasard. Ils avançaient de manière méthodique à travers l'hôtel, cherchant des étrangers. Je les entendais crier en ourdou, exigeant de savoir où étaient logés
les clients étrangers, en particulier les Britanniques et les Américains. Ils cherchèrent des cibles de haut profil, des touristes, toute personne qu'ils considéraient comme un ennemi. Moi et une poignée de clients, nous sommes cachés dans une zone réservée au personnel, essayant de rester silencieux en écoutant les attaquants se déplacer dans l'hôtel. On entendait leur voix chaque fois qu'ils se rapprochaient de notre cachette. Et je tremblais de peur à chaque tir. Au bout d'un moment, nous avons commencé à sentir la fumée. Et nous avons compris qu'ils avaient mis le feu. L'odeur d'essence ou d'un autre produit inflammable était très forte dans certaines zones. Il semblait passer de chambre en chambre dans les étages inférieurs, enfonçant les portes des chambres et des zones de restauration, puis mettant le feu dans l'espoir que tout l'hôtel parte en flammes. Je les ai entendus dans le Wasabi by Morimoto. C'est le restaurant japonais haut de gamme de l'hôtel, où ils avaient pris des otages, forçant les clients à s'allonger au sol et tirant sur ceux qui bougeaient ou ne se pliaient pas à leurs ordres. Mais quiconque portait un passeport occidental, sur lui était exécuté sans la moindre question. Au bout d'un moment, nous avons commencé à entendre des explosions. Ces terroristes avaient apporté avec eux des grenades à main et les lançaient dans les couloirs pour faire sortir ceux qui se cachaient. J'en ai vu une exploser près de la cuisine, là où certains de mes collègues s'étaient réfugiés. L'explosion a été suivie de cris et puis du silence. Les terroristes ont ensuite pris position aux étages supérieurs, utilisant la hauteur comme point de vue pour tirer sur quiconque tentait de fuir, ou sur la police qui commençait à riposter. Il y avait des témoignages selon lesquels ils tiraient depuis les fenêtres sur les passants ou sur tout mouvement à l'extérieur. Il semblait qu'ils avaient l'intention de tenir l'hôtel comme une forteresse, afin que le carnage continue. À un moment, ce qui fut sans doute le moment le plus glaçant pour moi personnellement, les terroristes ont utilisé le système de communication interne de l'hôtel, les haut-parleurs, pour nous provoquer et nous menacer. Ils ont dit que tous les hindous pouvaient quitter le bâtiment, à condition qu'ils indiquent où étaient cachés les clients occidentaux. J'ai dû laisser paraître une réaction silencieuse sur mon visage ou dans mes yeux, car l'une des clientes occidentales s'est mise à me supplier à voix basse. « S'il vous plaît, ne nous laissez pas. » Je lui ai répondu que je ne partirais pas, que non, et je le pensais du plus profond de mon cœur. Non seulement parce que je ne pourrais jamais vivre avec cette décision, mais aussi parce que je savais que c'était un mensonge. Jamais il n'aurait laissé passer l'occasion de tirer sur quelqu'un comme moi, surtout maintenant que la police ripostait de l'extérieur. Quitter ma cachette, c'était une mort certaine. Alors je suis resté exactement là où j'étais, et j'ai prié pour que la fin vienne vite. Finalement, nous avons entendu les sons des forces de sécurité indiennes qui affrontaient les terroristes. C'était un mélange de soulagement et de terreur, car même si l'aide était enfin là, la situation était loin d'être terminée. Alors, nous sommes restés à terre, priant pour que tout cela prenne fin. Quand les coups de feu se sont enfin arrêtés, nous avons entendu des hommes parler en hindi et en anglais, nous disant de sortir, affirmant qu'ils étaient la police. Le soulagement que j'ai ressenti à ce moment-là fut monumental, un sentiment que je n'oublierai jamais. Le majestueux Taj était maintenant en ruine. Criblé de balles, de sang, de verres brisés, j'ai vu certains collègues blessés. D'autres, je ne leur ai plus jamais parlé. L'après, c'était un flou d'action, aider où je pouvais, guider les invités vers la sécurité, à faire tout ce que je pouvais pour retarder ma propre réaction émotionnelle. C'était ma manière de faire face, me montrer altruiste, m'oublier complètement. Parce que dès que je me rappelais ce qui s'était passé, dès que je me permettais d'y penser, c'était tout simplement insupportable. Les jours qui ont suivi étaient emplis de deuil. Chaque fois que je tentais de dormir, le cauchemar recommençait, encore et encore. L'hôtel, comme le reste de la ville, a fini par guérir. Mais le souvenir de cette nuit est resté une constante dans ma vie depuis. Et il en va de même pour tous ceux qui ont vécu ces attaques. C'est quelque chose que j'ai vécu, que j'ai évoqué avec d'autres. Mais je ne sais pas comment expliquer à ma fille pourquoi son père est comme il est. Alors peut-être qu'après cela, elle comprendra pourquoi je me suis mise en colère quand elle a claqué la porte. Ce n'était pas de la colère qu'elle voyait, c'était de la peur.
parce que ce bruit m'a immédiatement ramené au Tage, lors de ce que je pensais être ma dernière nuit sur Terre. Il y a de cela de nombreuses années, j'ai décidé de faire un road trip de la Floride jusqu'au Nouveau-Mexique pour rendre visite à ma tante adoptive. Linda, je l'appelle ma tante adoptive parce que je n'ai pas eu beaucoup de famille en grandissant, et comme elle avait plusieurs décennies de plus que moi et qu'elle me traitait comme un membre de sa famille, j'ai fini par l'appeler ma tante. Un jour, et c'est resté, nous nous sommes rencontrés pour la première fois quand nous vivions à Clearwater. Mais en vieillissant, elle a développé des problèmes respiratoires et a déménagé chez une vieille amie à elle, dans un climat plus sec, près d'Albuquerque. Nous avions une sorte de tradition, organiser de temps en temps une journée chic, où on se faisait plaisir, shopping, puis dîner dans un endroit très haut de gamme. C'était notre manière de booster le moral. Quand nous nous sommes rencontrés pour la première fois, je n'allais pas très bien. J'étais jeune, je venais de sortir d'une relation, et comme elle était là pour moi, la toute première journée chic est devenue une tradition entre nous. Pour économiser autant que possible pendant ce voyage, afin de pouvoir dépenser librement une fois à Albuquerque, j'ai commencé à chercher des hôtels et motels moins chers à l'extérieur, des limites de la ville de Shreveport, qui était l'endroit où je passais généralement la nuit après environ 12 à 13 heures de route. J'ai trouvé ce que je croyais être une petite maison d'hôtes mignonne, appelée l'hôtel Deville. 20 $ la nuit. C'était bien moins cher que la plupart des autres options du centre de Shreveport, et ça avait l'air bien plus joli aussi. J'ai appelé à l'avance pour vérifier s'ils acceptaient les arrivées tardives, et je parle de très tard, car il m'arrivait de ne pas arriver à Shreveport avant très tard dans la nuit, voire très tôt le matin. Une fois qu'ils m'ont confirmé que cela ne posait pas de problème, j'ai réservé une chambre et j'étais impatient de découvrir l'endroit en personne. Si c'était aussi joli que sur les photos, j'allais sûrement y retourner 2 ou 3 fois par an, mais il s'est avéré que je ne remettrais jamais les pieds à l'hôtel de ville tant que je vivrais. Comme je l'ai dit, je ne suis arrivé à Shreveport que tard dans la nuit, mais comme il me l'avait assuré, j'ai pu faire mon check-in auprès du réceptionniste de nuit, qui m'a donné la clé de ma chambre. L'endroit avait vraiment l'air sympa, mais quand j'ai demandé combien de clients étaient enregistrés, il m'a répondu que j'étais seul dans tout l'hôtel. J'ai trouvé ça un peu étrange, car les hôtels aussi jolis que celui-là sont rarement vides. Mais avoir l'endroit rien que pour moi me semblait presque luxueux, ou peut-être juste paisible. Alors, au lieu de trop réfléchir à la situation, je suis simplement monté dans ma chambre pour me préparer à prendre une douche. Je n'ai pas défait mes bagages tout de suite. J'ai juste pris ce dont j'avais besoin pour ma douche, y compris une brosse à dents encore dans son emballage. J'ai ouvert le petit sac plastique et j'ai voulu jeter l'emballage dans la petite poubelle de salle de bain. Mais j'ai remarqué qu'il n'y avait pas de sac poubelle à l'intérieur, vous savez, le genre de petit sac blanc qu'on met dans les petites poubelles. J'ai pensé retourner à la réception pour en demander un au réceptionniste, mais je me suis souvenu que j'en avais un petit avec moi, que j'avais pris chez CVS en achetant mes articles de toilette. J'ai donc décidé d'utiliser celui-là. En ouvrant la poubelle, j'ai vu que c'était un de ces modèles où il faut tirer le bac en plastique noir avant de mettre un nouveau sac. C'est ce que j'ai fait. Mais en glissant le petit bac noir, j'ai vu que quelqu'un avait gravé un mot sur le plastique. Maintenant, à force de raconter cette histoire, certains d'entre vous vont sûrement crier sur leur téléphone, leurs ordinateurs ou leur téléviseur, en mode « Mais comment tu n'as pas compris ce que ça voulait dire ?» Eh bien, même si je ne parle pas espagnol, je crois comprendre ce que ça voulait dire. C'est juste que ce que vous imaginez là maintenant ne m'est absolument pas venu à l'esprit à ce moment-là. J'étais tellement fatigué après avoir conduit pendant si longtemps que je me suis juste dit « C'est un endroit vraiment étrange pour taguer un mot. » Genre de tous les endroits où graver son prénom, ou probablement un surnom, vu la forme. Pourquoi ici? Là où seule l'équipe de ménage de l'hôtel allait probablement le voir. J'ai haussé les épaules. J'ai remis la poubelle en place avec le sac, puis j'ai jeté l'emballage et la boîte de ma nouvelle brosse à dents et du dentifrice. Ensuite, j'ai pris ma douche,
Je suis revenu dans la chambre, je me suis essuyé. Puis j'ai commencé à chercher où se trouvait le sèche-cheveux. D'expérience, je savais que c'était souvent dans le tiroir le plus profond, ou dans le placard du bureau, ou de la table de chevet. J'ai donc regardé dans le petit placard de la table de chevet en premier, et bingo, le sèche-cheveux était là. Mais en le sortant, j'ai vu qu'il y avait un petit bout de papier en dessous. Ma première pensée a été quelque chose du genre « pourvu que ce ne soit pas un papier qui dit hors service ou un truc du genre », parce que j'avais vraiment envie de sécher mes cheveux. Ça me détend, ça m'apaise. Mais quand j'ai déplié le papier, j'ai vu qu'il y avait simplement écrit « Help me », aidez-moi. Et l'instant où mes yeux se sont posés sur ces mots, mon cœur a raté un battement. J'ai retourné le papier. Rien. Il n'y avait que ces mots. Aidez-moi. J'ai regardé autour de la chambre à nouveau, mes yeux bondissant d'un coin à l'autre, avec cette sensation soudaine que quelque chose n'allait vraiment pas. J'étais terrifié, de manière irrationnelle. Que quelqu'un se cache dans la pièce avec moi, mais j'étais seul. Seul avec ce silence étrange dans l'air. Je ne savais pas quoi faire. Je ne savais pas si un simple mot griffonné suffisait pour appeler la police. Alors, je suis descendu à la réception pour demander au réceptionniste ce qu'on devait faire. Le gars était toujours là, assis derrière le comptoir à lire un magazine, avec l'air de quelqu'un qui préférerait être dans son lit. Je lui ai expliqué la situation, je lui ai dit que peut-être quelqu'un avait eu peur pour sa vie dans cette chambre. Mais quand il a compris que je n'avais qu'un petit mot écrit à la main, il a juste haussé les épaules et a dit que ce devait être une sorte de blague ou de farce. Je lui ai demandé comment il pouvait en être si sûr. Il m'a répondu en me demandant s'il y avait quelque chose de cassé, ou du sang, ou quoi que ce soit de suspect. Il n'y avait rien, juste le mot, et une fois que je lui ai bien précisé ça, il m'a répondu ce que je pensais moi-même, que ce n'était probablement pas suffisant pour appeler la police. Alors, à moins que je veuille changer de chambre ou quitter l'hôtel, il ne pouvait pas faire grand-chose de plus pour moi. Je suis remonté dans ma chambre. Je suis resté là, assise, peut-être 10 à 15 minutes. Puis j'ai refait mes bagages et j'ai vraiment fait mon check-out. Je me sentais littéralement comme sur le point de devenir la star de mon propre film d'horreur. J'ai écouté assez de vos podcasts pour savoir ce qui se passe ensuite. Comme si j'étais sur le point de devenir la pauvre, fille secondaire un peu naïve, dont l'ignorance lui vaut de se faire découper dans les 10 premières minutes. Je ne dis pas que le réceptionniste était complice d'un plan tordu, ni que c'était un hôtel de tueurs en série façon H.H. Holmes, celui que DiCaprio est censé incarner dans ce nouveau film. J'ai juste pris mon sac, foncé jusqu'à ma voiture, et j'ai conduit jusqu'à trouver un coin calme, en bordure de route, loin de tout bâtiment, juste des arbres et de l'obscurité. Et ironiquement, je me suis senti beaucoup plus en sécurité là, dans ma petite voiture, que dans cette chambre d'hôtel au charme étrange. Je savais que j'aurais pu retourner à Shreveport pour peut-être trouver un endroit là-bas. Mais j'étais tout simplement trop fatigué et je ne pouvais pas affronter la déception de traverser toute cette épreuve juste pour payer cher une chambre d'hôtel pourrie. J'ai essayé de dormir, mais même avec tout l'épuisement que je ressentais, cela m'a pris bien plus de temps que ça n'aurait dû. Je n'arrêtais pas de penser à cette note. Et je me suis accroché à l'idée que c'était sûrement une blague. Parce que l'idée que quelqu'un ait vraiment laissé cette note-là, et que je ne l'ai comprise que bien trop tard, me donnait littéralement la nausée. Avec l'attitude désinvolte du réceptionniste, du genre « Oh, c'était sûrement juste une blague », ce n'est pas étonnant qu'on entende toutes ces histoires d'horreur sur des femmes enlevées et victimes de trafic dans ce genre d'endroit. Oh, et pour revenir à ce mot « trafo », donc, quand j'ai finalement compris ce que ce mot voulait vraiment dire, j'ai appelé l'hôtel pour leur dire que je pensais que la note et le mot « trafo » griffonné étaient peut-être liés. Ce n'était pas le même réceptionniste que celui de la nuit, où je m'étais enregistré, mais je lui ai dit dans quelle chambre j'étais resté et exactement où le mot avait été griffé. La gentille dame m'a dit d'attendre 1 minute pendant qu'elle allait vérifier la chambre. Puis elle est revenue environ 1 minute plus tard pour me dire que je devais me tromper. Je lui ai dit « Non, je pense que c'est vous qui vous trompez, madame.
et je lui ai répété exactement où se trouvait le mot griffé. Elle m'a répondu qu'elle avait devant elle la même poubelle dont je parlais, toujours sur le bureau, même pas encore vidée, et qu'elle contenait encore l'emballage de ma brosse à dents. Elle a retiré le bac en plastique dont je parlais, mais selon elle, il n'y avait rien dessus. Et c'est là que j'ai compris, soit elle me mentait, soit le réceptionniste de cette nuit-là avait échangé le bac dès que j'avais quitté l'hôtel. Quoi qu'il en soit, je ne faisais aucun progrès avec cette femme. Alors je l'ai simplement remerciée pour son temps. J'ai raccroché et j'ai continué à conduire en direction d'Albuquerque. J'ai tout raconté à ma tante Linda quand je suis enfin arrivé chez elle. Et elle a dissipé toute cette confusion et cette peur avec 5 petits mots. Tu as fait ce qu'il fallait. Même si ce n'était qu'une stupide blague, j'avais fait ce qu'il fallait en avertissant la réception et en quittant les lieux quand je ne me sentais plus en sécurité. Et puis, pour tout ce que je savais, la personne qui avait écrit cette note l'avait peut-être laissée bien longtemps avant que je ne la trouve, auquel cas, sa situation aurait très bien pu se résoudre depuis. Linda m'a aidé à rationaliser tout cela, à l'intégrer dans ma tête. Et après ça, j'ai commencé à me sentir un peu mieux. Je ne dirais pas que je suis hanté par ce qui s'est passé, car comme je l'ai dit, je ne sais pas exactement ce que j'ai découvert cette nuit-là. Mais même aujourd'hui, je me demande si je ne suis pas tombé sur quelque chose de très, très sombre, et que je n'en ai touché que la surface. Niché sur les rives du fleuve Taedong, la capitale nord-coréenne, Pyongyang, est sans doute l'un des endroits les plus troublants et énigmatiques de la planète. Fidèle à son surnom de royaume ermite, le pays n'accorde chaque année l'accès qu'à un nombre très limité de touristes curieux. Et ceux qui sont admis doivent se soumettre à des règles incroyablement strictes. Les visiteurs doivent toujours être accompagnés d'un guide et ne sont autorisés à visiter qu'une poignée d'endroits soigneusement sélectionnés et minutieusement mis en scène. Quant à leur hébergement, les visiteurs sont généralement logés dans Elzaka, un des rares hôtels de toute la Corée du Nord, autorisant les étrangers un monolithe beige austère appelé Hotel International Yanggakdo, large de 400 mètres et suffisamment profond pour permettre le passage de grands navires. Le fleuve Taedong est l'un des plus grands de Corée du Nord et abrite de nombreuses îles, grandes ou petites. L'une d'elles, appelée Yanggak, est située presque exactement au centre de Pyongyang et abrite l'hôtel international Yanggakdo. Construit à la fin des années 80 à l'extrémité nord de l'île, il a ouvert ses portes en 1995. Cet hôtel de 47 étages sert en réalité de complexe de confinement pour les visiteurs étrangers. On n'y entre qu'après une enquête de sécurité approfondie. À leur arrivée, les visiteurs découvrent de hauts plafonds, des sols en marbre et des sièges en cuir sombre, un luxe rare dans un pays comme la Corée du Nord. Mais sur les murs du hall trônent des rappels criards du temps et du lieu, de vastes fresques peintes à la main représentant des figures héroïques, plus grandes que nature, lors de moments clés de l'histoire nord-coréenne, comme la fondation de la nation ou leur supposée victoire dans la guerre de Corée. D'autres fresques montrent des ouvriers, des agriculteurs ou des soldats, tous joyeux, incarnant l'esprit d'autosuffisance et de loyauté envers l'État. Sur chaque image, tout le monde sourit, tout le monde est joyeux, mais ce ne sont que des masques qui dissimulent une vérité terrifiante et totalement indicible. À l'étage, les chambres sont décorées dans des tons neutres de beige, crème et vert pâle. Le mobilier est fonctionnel. Les salles de bain sont spartiates mais propres. Pourtant, les espaces publics de l'hôtel sont tout sauf ordinaires. Au sommet de l'hôtel se trouve un restaurant tournant lentement, offrant aux convives une vue à 360 degrés sur Pyongyang, tout en dégustant un mélange de cuisine coréenne et occidentale. Le casino de l'hôtel, quant à lui, tente d'apporter une touche de Las Vegas avec ses moquettes rouges, ses ornements dorés et le cliquetis des machines à sous. Au sous-sol, on trouve une boutique de souvenirs, un magasin de propagande, où l'on peut acheter des livres, des badges et des affiches. Mais il existe un autre endroit dans l'hôtel, strictement interdit aux invités, qui est devenu le sujet d'une grande
Curiosité pour les visiteurs, comme pour les observateurs. Le personnel de l'hôtel l'appelle l'étage des communications et de la retransmission, mais les clients le surnomment simplement le 5e étage. Beaucoup pensent que cet étage a une double fonction au sein de l'hôtel. La première raison est de surveiller les déplacements et les communications des clients de l'hôtel. La seconde est d'assurer la conformité et la loyauté du personnel de l'établissement. Contrairement au reste de l'hôtel, le 5e étage serait décoré dans le style d'une installation militaire nord-coréenne avec des murs gris interminables et une propagande agressive, remplaçant les couleurs douces et les accueils chaleureux des autres parties de l'établissement. Pourtant, personne ne sait vraiment ce qui s'y passe. La Corée du Nord a rarement autorisé des photographes occidentaux à accéder au 5e étage et leurs explications quant à sa fonction sont restées vagues au mieux. Beaucoup savent qu'il ne faut surtout pas fouiner dans des zones interdites dans un pays gouverné par une dictature brutale. Mais cela n'a pas dissuadé un certain visiteur du Igako International qui, par bravoure ou par naïveté, a décidé de découvrir la vérité par lui-même. Né le 12 décembre 1994 à Cincinnati, dans l'Ohio, Otto Frederick Wahrer était un jeune homme intelligent et sociable. Après avoir obtenu son diplôme d'études secondaires, il étudia le commerce et l'économie à l'Université de Virginie et passa une année à la London School of Economics dans le cadre d'un programme d'échange. Il semble que son séjour au Royaume-Uni ait éveillé en lui une profonde soif de découverte. Et au cours des années suivantes, il voyagea à Cuba, en Équateur, ainsi que dans plusieurs pays européens. L'été 2015, Otto avait tourné son regard vers l'Asie de l'Est et, après quelques recherches, décrocha un voyage gratuit à Hong Kong, grâce à un autre programme d'échange universitaire qui devait commencer en janvier de l'année suivante. Mais en préparant cette nouvelle aventure, Otto tomba sur un groupe appelé Young Pioneer Tour, dirigé par 2 Occidentaux opérant depuis une ville chinoise, proche de la frontière nord-coréenne. Young Pioneer Tour proposait des voyages vers des destinations où, selon leurs mots, votre mère préférerait que vous ne mettiez jamais les pieds, y compris dans la nation isolée et refermée de Corée du Nord. L'agence affirmait travailler en étroite collaboration avec les autorités nord-coréennes et garantissait la sécurité de tous les visiteurs, y compris les citoyens américains, à condition qu'ils respectent une longue liste de règles et de règlements. Otto fut captivé par l'idée de visiter la capitale du royaume ermite et annonça à son père qu'il voulait découvrir par lui-même la culture et le peuple nord-coréen. Il consulta son emploi du temps, se rendit compte qu'il pouvait participer à un circuit de 5 jours pour le nouvel avant de partir pour Hong Kong. Lui s'envola pour Pékin le 29 décembre 2015. À son arrivée à Pékin, Otto retrouva les autres membres de son groupe de visite pour la Corée du Nord, qui, à sa grande surprise, comprenait 10 autres citoyens américains. Après avoir présenté des permis spéciaux aux autorités chinoises, ils embarquèrent à bord d'un avion à destination de Pyongyang et atterrirent dans les premières heures du réveillon du Nouvel An. Après avoir quitté l'avion, le groupe fut immédiatement séparé des autres passagers. Ils furent conduits directement dans l'hôtel Igako International, où ils firent leur enregistrement et prirent un petit déjeuner. Ensuite, Otto et ses compagnons furent emmenés sur la place Kim Il-sung de Pyongyang, qui abrite des galeries, des musées et une bibliothèque nationale appelée la Maison d'études du peuple. La place est astucieusement conçue pour créer une illusion d'optique. Son centre semble plus bas que la rive voisine, donnant ainsi l'impression que la tour Juche, haute de 170 mètres et située de l'autre côté du fleuve Taedong, surgit directement de la place alors qu'en réalité, ses fondations sont bien plus éloignées. Les guides nord-coréens d'Otto tenaient à mettre en valeur de telles prouesses architecturales. Après une courte pause dans un café de style autrichien rattaché au musée central d'histoire de la Corée, ils retournèrent à l'hôtel Igako. Après le dîner, Otto et les autres clients furent invités à consommer des boissons alcoolisées dans le bar de l'hôtel.
Ils furent également conviés à assister au feu d'artifice du Nouvel An, prévu à minuit, au-dessus des eaux du fleuve Taedong. En dehors de cela, il leur était formellement interdit de quitter les lieux de l'hôtel, pour quelque raison que ce soit. Danny Gratton, un membre du groupe de touristes originaire de Liverpool, au Royaume-Uni, confia aux journalistes qu'il avait passé la soirée à boire, dans le bar de l'hôtel, avec Otto et quelques autres touristes. Ils assistèrent au feu d'artifice vers minuit, commandèrent encore quelques verres au barman nord-coréen peu loquace, puis regagnèrent leur chambre vers 1h30 du matin. Danny se souvient qu'Otto était assez ivre, mais semblait toujours maître de lui. Pourtant, la suite des événements suggère le contraire. Otto avait pour habitude de faire des recherches approfondies sur ses destinations avant de voyager, et il avait très certainement lu de nombreux témoignages au sujet de l'hôtel Igako, notamment concernant l'interdiction formelle d'accéder à l'étage de communication et de retransmission. De nombreux visiteurs rapportent des récits inquiétants concernant ce mystérieux 5e étage. Otto en avait sans doute entendu parler et nourrissait probablement sa propre curiosité. Il avait sûrement remarqué à quel point l'hôtel était silencieux dans les toutes premières heures du matin. Alors, poussé par une audace alcoolisée ou une impulsion mystérieuse, Otto sortit discrètement de sa chambre, descendit vers l'ascenseur et appuya sur le bouton rouge vif marqué du chiffre 5. Lorsque la porte de l'ascenseur s'ouvrit devant lui, Otto Warburg se retrouva au légendaire 5e étage de l'hôtel Igako International, et toutes les histoires étaient vraies. Le décor était métallique, les couloirs semblaient interminables, et les affiches de propagande criardes qui tapissaient les murs n'avaient rien à voir avec ce que ses guides lui avaient permis de voir. Une image montrait un char nord-coréen écrasant des soldats américains et sud-coréens sous ses chenilles. Une autre représentait des soldats nord-coréens, baïonnettes au poing, avançant vers une scène où un soldat américain menaçait une mère et son enfant. L'Américain était représenté sous une forme monstrueuse et grotesque, se jetant sur la mère terrorisée, tandis que les Nord-Coréens beaux et héroïques accouraient pour la sauver. D'autres affiches montraient le Capitole des États-Unis, juste avant d'être frappé par une ogive nucléaire nord-coréenne. La légende disait « Les États-Unis seront écrasés en premier s'ils nous envahissent ». Otto était sans aucun doute grisé par le fait d'avoir réussi à se faufiler au 5e étage. Après avoir exploré les couloirs pendant quelques minutes, il décida de retourner dans sa chambre pour la nuit, non sans emporter un petit souvenir, une affiche de propagande nord-coréenne. On ne sait pas clairement quelle affiche il aurait prise. En réalité, personne ne sait à 100% s'il en a vraiment volé une ou non. Mais 2 jours plus tard, alors qu'Otto arrivait à l'aéroport international de Pyongyang pour attendre son vol de retour vers la Chine, il fut arrêté par les autorités nord-coréennes. Danny Gratton, le Liverpoolien membre du groupe, fit plus tard une déclaration à la presse occidentale. « Aucun mot n'a été échangé », déclara-t-il. « 2 gardes sont simplement venus, ont tapoté Otto sur l'épaule et l'ont emmené. » J'ai juste dit, un peu nerveusement, « Eh bien, c'est probablement la dernière fois qu'on te voit. » Il y a une grande ironie dans ces mots, car c'était effectivement la dernière fois que Danny vit Otto en chair et en os. Otto ne résista pas, il n'avait pas l'air effrayé. Il esquissa un léger sourire, puis ils partirent. Alors que le groupe de touristes, manifestement nerveux, montait à bord de l'avion, Gratton espérait encore qu'Otto passerait soudainement la porte avec un sourire soulagé. Mais la seule autre personne à entrer fut un policier nord-coréen. « Otto Warburg est très malade, » dit-il, « et il a été emmené à l'hôpital. » Un représentant de Young Pioneer Tour tenta de parler avec l'officier, mais on lui répondit que toute communication future devrait se faire par les voies officielles. Le contrôle aérien nord-coréen ordonna ensuite au pilote de décoller, et n'ayant pas vraiment le choix, le pilote s'exécuta. Otto Warburg avait été laissé derrière. Dans les jours suivants, l'agence officielle d'information nord-coréenne, la KCNA, annonça qu'Otto avait été détenu pour un acte hostile envers l'État. Aucun détail supplémentaire ne fut fourni pendant plusieurs semaines. Durant cette période, un porte-parole de Young Pioneer déclara aux parents d'Otto
ainsi qu'à l'agence Reuters, qu'un incident avait eu lieu à l'hôtel Ikako, mais qu'à leur connaissance, Otto avait respecté toutes les règles et tous les règlements imposés. Cependant, comme leur relation avec les Nord-Coréens s'était soudainement détériorée, il n'était pas en mesure de fournir d'autres informations concernant son arrestation ou sa détention. Les parents d'Otto durent attendre 6 semaines complètes avant d'obtenir des réponses. Réponses qui vinrent de la bouche de leur propre fils. Le 29 février 2016, les Nord-Coréens tinrent une conférence de presse durant laquelle Otto fut exhibé devant les médias d'État. Lisant une déclaration préparée à l'avance, Otto avoua avoir tenté de voler une affiche de propagande dans une zone interdite du 2e étage, le passage du 5e au 2e étage, servant probablement à décourager de futurs vols. L'affiche en question portait apparemment l'inscription « Armons-nous puissamment du patriotisme de Kim Jong-un ». Ce devait être, selon Otto, un souvenir inoffensif, mais aux yeux de la justice nord-coréenne, cette tentative de vol constituait un crime grave. Otto déclara également avoir agi au nom d'une église méthodiste de sa ville natale, ainsi que d'une fraternité secrète de l'Université de Virginie, connue sous le nom de Z Society. Cependant, les deux groupes nièrent toute implication, et le magazine Time qualifia plus tard ces accusations de fantaisistes et invraisemblables. Beaucoup pensent que cette confession fut extorquée d'une manière ou d'une autre. Un observateur fit remarquer qu'Otto semblait manifestement sous contrainte, et d'innombrables anciens prisonniers ont raconté avoir subi des séances de torture horribles, au cours desquelles ils furent forcés de prononcer de fausses déclarations. Auto-incriminantes. Le 16 mars, un envoyé américain rencontra 2 responsables nord-coréens pour négocier la libération d'Otto. Ces tentatives furent infructueuses et quelques heures plus tard, Otto fut condamné par la Cour suprême de Corée du Nord pour avoir enfreint l'article 60 du Code pénal nord-coréen. Son procès, qui ne dura qu'1 heure, il comprenait comme élément de preuve des enregistrements de vidéosurveillance, des empreintes digitales, des témoignages de témoins et la propre confession extorquée d'Otto. Les images de vidéosurveillance montraient un homme identifié comme étant Warbir par son guide nord-coréen entrant la zone réservée au personnel seulement. Cela fut suivi par la diffusion d'une brève vidéo en basse résolution, horodatée à 1h57 du matin, montrant une silhouette en train de retirer une affiche d'un mur et de la poser sur le sol. Un membre du personnel de l'hôtel déclara devant le tribunal « Quand j'ai quitté mon poste, rien ne manquait, mais à mon retour, j'ai pensé que quelqu'un avait délibérément enlevé le slogan. J'ai donc mobilisé la sécurité pour éviter qu'il soit endommagé et j'ai signalé l'incident aux autorités. » Dans sa confession, Otto déclara qu'il avait abandonné l'affiche après s'être rendu compte qu'elle était trop grande pour être emportée. « Je n'aurais jamais dû me laisser entraîner par l'administration des États-Unis à commettre un crime dans ce pays, » dit-il dans une déclaration manifestement rédigée par des agents de propagande nord-coréens. Je souhaite que l'administration des États-Unis ne manipule plus jamais des gens, comme moi à l'avenir, pour commettre des crimes contre des pays étrangers. Je vous supplie entièrement, vous, le peuple et le gouvernement de la RPDC, de me pardonner, je vous en prie. J'ai commis la pire erreur de ma vie. Ces supplications tombèrent dans l'oreille d'un sourd. Le tribunal estima qu'il avait commis un crime. Je cite, « Conformément à la politique hostile du gouvernement des États-Unis envers la Corée du Nord, et dans le but de nuire à l'unité de son peuple après y être entré en tant que touriste. » Il fut alors condamné à 15 années de travaux forcés dans un camp nord-coréen. Human Rights Watch qualifia cette audience de parodie de justice, décrivant la sentence prononcée contre Otto comme scandaleuse et choquante. Malgré les affirmations contraires de la Corée du Nord, le porte-parole du département d'État américain, Mark Toner, déclara qu'il était évident que le jeune homme avait été arrêté uniquement pour des raisons politiques. Les parents d'Otto, Fred et Cindy, rencontrèrent de nombreux responsables de l'administration Obama, y compris le secrétaire d'État de l'époque, John Kerry, mais les diplomates nord-coréens se montrèrent hostiles, au mieux. Ce n'est qu'en juin 2017 que les négociations aboutirent
Lorsque le secrétaire d'État Rex Tillerson annonça que la Corée du Nord avait libéré Otto, à la suite d'un pardon complet pour ses crimes contre l'État. Cependant, lors d'une réunion le 6 juin avec des responsables nord-coréens, un représentant du département d'État américain fut informé qu'Otto avait contracté le botulisme d'origine alimentaire peu après sa condamnation et qu'il était tombé dans le coma après avoir pris un somnifère. Les autorités américaines demandèrent depuis combien de temps Otto était dans le coma, et la réponse qu'elles reçurent fut aussi choquante qu'horrifiante. 15 mois. Le 13 juin, Otto arriva au centre médical de l'université de Cincinnati, où le personnel médical tenta de déterminer la cause de son coma et s'il existait des signes de rétablissement. Les médecins conclurent rapidement qu'Otto était dans un état de veille non réactive, communément appelé état végétatif persistant. Il était capable de respirer seul et de cligner des yeux, mais ne montrait aucun signe de conscience de son environnement. Le directeur médical de l'équipe ayant rapatrié Otto aux États-Unis déclara qu'il y avait tout lieu de penser qu'Otto avait reçu des soins médicaux adéquats durant sa détention. Toutefois, la publication de 2 scanners révéla des dommages cérébraux étendus que les médecins estimèrent compatibles avec un événement cardio-respiratoire ayant privé le cerveau d'oxygène. Il ne fut pas possible de déterminer avec certitude ce qui avait causé cette privation d'oxygène. Il n'y avait aucune preuve de botulisme, ni de torture ou de mauvais traitement. Les scanners de son cou et de son crâne étaient normaux, en dehors des lésions cérébrales déjà identifiées. En fait, comme l'exprima un médecin, pour quelqu'un qui était alité depuis plus d'1 an, sa peau et son corps étaient en excellent état. Le père d'Otto tint une conférence de presse le 15 juin, mais refusa de répondre aux questions relatives aux blessures de son fils. Il déclara toutefois qu'il était non seulement furieux contre les Nord-Coréens, mais qu'il ne croyait pas un mot de ce qu'ils avaient dit. Il n'y a aucune excuse pour qu'une nation civilisée ait gardé son état de santé secret et lui ait refusé des soins médicaux de qualité pendant si longtemps, déclara-t-il. Tristement, après une semaine de discussions avec des experts médicaux, les parents d'Otto prirent la décision de lui retirer sa sonde d'alimentation et il décéda à 14h20 le 19 juin 2017. Il n'avait que 22 ans. Les parents d'Otto publièrent une déclaration publique remerciant le personnel de l'hôpital pour tout leur travail acharné, tandis que le président Donald Trump, à l'époque, condamnait la brutalité du régime nord-coréen. La Corée du Nord, de son côté, se déclara la plus grande victime de cette situation, accusant les États-Unis d'une campagne de diffamation, tout en affirmant que leur traitement d'Otto avait été humanitaire. Un porte-parole du pays communiste déclara « Bien que nous n'avions aucune raison de montrer de la clémence envers un criminel de l'État ennemi, nous lui avons fourni des soins médicaux avec toute sincérité. » Sur une base humanitaire, jusqu'à son retour aux États-Unis. Comme l'état de santé de Warbeer s'était aggravé, à la demande de sa famille, aucune autopsie ne fut réalisée. Seul un examen externe fut effectué. Les médecins légistes avancèrent plusieurs théories pour expliquer la privation d'oxygène, notamment des caillots sanguins, une pneumonie, une septicémie ou une insuffisance rénale. Ils affirmèrent également qu'il était plausible que des somnifères aient pu provoquer un arrêt respiratoire si Warbeer avait effectivement le botulisme et était paralysé. Les médecins de l'université de Cincinnati ne trouvèrent aucune preuve de botulisme. Mais plusieurs neurologues expérimentés affirmèrent que, compte tenu du délai entre la contraction possible du botulisme et son retour aux États-Unis, on ne pouvait pas totalement exclure cette hypothèse. Le médecin légiste américain qui examina le corps de Warbeer, après sa mort, déclara qu'il ne présentait aucun signe évident de torture. Mais le mot « évident » est ici lourd de sous-entendu. Otto aurait très bien pu être soumis à des formes avancées de torture par l'eau. En fait, certains ont émis l'hypothèse que des séances trop intenses de simulation de noyade auraient été la cause exacte de la privation d'oxygène d'Otto. Beaucoup de ceux qui affirmaient qu'Otto avait été torturé, en contradiction directe avec les rapports du légiste, furent ridiculisés par ceux qui ne prenaient pas
en compte de telles méthodes de torture. Mais en 2019, un homme d'affaires coréano-américain, détenu au même moment qu'Otto, déclara avoir vu un jeune homme occidental s'évanouir presque, traîné dans un couloir par des enquêteurs, la tête et le visage trempés d'eau. Cette scène aurait pu se dérouler juste avant qu'Otto ne perde conscience, pour ne plus jamais se réveiller. Les funérailles d'Otto eurent lieu le 22 juin 2017 dans son ancienne école, Wyoming High School. Plus de 2200 personnes vinrent lui dire adieu. Il fut ensuite enterré au cimetière d'Oak Hill, à Glendale, dans l'Ohio, où des élèves attachèrent des rubans à chaque arbre et poteau le long du cortège funèbre. Sur une route de 3 miles depuis l'école jusqu'au cimetière, une semaine plus tard, le gouvernement des États-Unis annonça qu'il interdisait aux touristes américains de se rendre en Corée du Nord, citant la détention et la mort de Warbeer comme un facteur contributif. En 2022, les parents d'Otto annoncèrent la création du fonds de bourse Otto Warmbier, dont le premier bénéficiaire fut un déserteur nord-coréen nommé Sang Lee. Au même moment, Sang Lee donna une conférence TEDx à l'UCLA intitulée « Nos bulles de certitude, une perspective tirée de ma vie en Corée du Nord ». C'est une conférence très poignante, fortement recommandée à ceux qui souhaitent en savoir plus sur les horreurs orwelliennes du royaume ermite. Michael Kirby, président de la commission d'enquête des Nations Unies sur les droits de l'homme en Corée du Nord, écrivit un jour que le destin d'Otto était devenu une métaphore, un symbole de cette grande histoire faite de milliers de statistiques sans nom, enfermés et opprimés en Corée du Nord. Ils sont sans voix, mais Otto Warmbier parle de leur souffrance. Depuis sa tombe,